Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Politique et Économie, aujourd'hui en compagnie de Bernard Monod. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bergerot. Bernard Monod, ancien député européen, patriote. Vous êtes également financier. Bernard Monod, vous êtes passé chez Natixis, Alliance, HSBC avant de rejoindre en 2008 une institution financière publique française. Votre dernier ouvrage en date, le voici, l'Eurovision pour les peuples, de l'Europe fédérale à l'Europe des patries. Le patriotisme ou la banqueroute. Commençons par l'actualité chaude, tiède. Bernard Monod, qu'est-ce que vous pensez de ce pass sanitaire annoncé par le président Macron ? Écoutez, moi, c'est pas ce que j'entends un petit peu partout au sujet du pass sanitaire, que moi je qualifie plutôt de pass vaccinal. C'est une manière un petit peu détournée de pousser, d'inciter les gens à se faire vacciner. Mais ce n'est pas une obligation de se faire vacciner. Donc je pense qu'il faut garder raison là-dessus et avoir une certaine relativité par rapport à cette mesure. Mais sur la restriction des libertés ? Oui, bien sûr. Qu'il y ait des sanctions liées au non-pass vaccinal, effectivement, c'est une atteinte aux libertés qui ne s'est jamais vue auparavant. Donc, effectivement, il y a une dérive vers un régime, entre guillemets, totalitaire. Vous pensez que le Conseil constitutionnel pourra retoquer les annonces présidentielles ? Je ne pense pas. Non, non. Je crois que d'ailleurs, ils ont pris... Ah non, c'est le Conseil d'État qui a déjà pris position, ouais. Mais je pense qu'ils ne le feront pas, quitte à se renier sur leurs précédentes mesures. Beaucoup parlent de coup d'État sanitaire, de tyrannie, de dictature. On a entendu un petit peu ces mots lors des manifestations qui se sont déroulées après les annonces. Non, je ne crois pas que c'est une dictature sanitaire. Une dictature, c'est tout à fait autre chose. C'est quoi d'ailleurs la différence ? Les gens qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent. En fait, dans une dictature, il y a des goulags, il y a des camps d'internement, etc. On n'en est pas là, donc il faut arrêter, il faut raison garder. En revanche, qu'il y ait une pression du pouvoir français et également de l'Union européenne, parce que ce qu'il faut bien comprendre dans cet épisode que nous vivons cet été, avec le pass vaccinal, c'est que c'est une contrepartie, c'est une exigence de la Commission européenne qui a établi depuis le 1er juillet ce qu'ils appellent, eux, le certificat Covid numérique. Nous, on l'appelle le pass vaccinal ou sanitaire. Mais c'est la contrepartie du plan de relance européen. C'est Madame Ursula von der Leyen, quand elle est venue le 23 juillet dernier, elle est reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron, qui a, bien entendu, en silence, c'est en catimini, mais bien entendu que ces tractations ont lieu. C'est, je te donne, mon petit Manuel, je te donne 5,1 milliards du premier virement du plan de relance européen pour la France. En contrepartie, tu mets en place deux contraintes que nous souhaitons voir. C'est la première, c'est le pass sanitaire ou vaccinal, et la deuxième, c'est la mise en place de la réforme des retraites. Donc il a cédé à toutes aux exigences de Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, je vais jusqu'à dire que Emmanuel Macron est un fonctionnaire de la Commission européenne, de l'Union européenne. Angela Merkel, de son côté, n'a pas valider le fait qu'on puisse aller vers, dans son pays, un pass vaccinal, un pass sanitaire ? Oui, parce que je crois qu'elle est prudente politiquement parlant. Les Allemands sont très disciplinés, mais il y a des limites non plus à ne pas dépasser. Et je pense qu'elle est beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins aux ordres, Madame Merkel, aux ordres de l'Allemagne par rapport à la Commission européenne et à l'Union européenne. Une expression dont on a souvent parlé ici avec Olivier Pichon et qu'on a un petit peu eu tendance à oublier avec les annonces d'Emmanuel Macron, c'est le Great Reset. Est-ce que ce pass sanitaire s'inscrit dans la logique de ce Great Reset proposé par le Forum de Davos ? Tout à fait. C'est une excellente approche de l'analyse globale de la situation. Il y a un agenda mondial qui est en train de se passer. Je voudrais faire juste un petit retour en arrière. Je considère que nous sommes dans un cycle de déclin séculaire avec, depuis 50 ans, c'est-à-dire le 15 août 2021, ça fera 50 ans que le système monétaire international a été modifié. Modifié par Richard Nixon, le président des États-Unis, le 15 août 1971. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis fin à la convertibilité du dollar, monnaie de référence mondiale, par rapport à l'or. Ouais. Bon, ça a été un changement majeur.
Et à partir de là, d'ailleurs, les premiers effets, c'est 1 an ou 2 ou 3 ans après, il y a eu le premier choc pétrolier. En fait, c'est un impact monétaire dû à la dépréciation du dollar depuis les années 70. Et depuis, donc, nous avons 50 ans d'étalons de dette dollar, et nous arrivons à des niveaux vertigineux, 2 chiffres très importants, 280 trilliards de dollars de dette publique et privée dans le monde, pour 75 trilliards de dollars de croissance économique dans le monde. Ça veut dire que nous avons 3 fois plus de finances artificielles par rapport à de l'économie réelle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous arrivons à la fin de ce cycle séculaire, nous allons changer de système, nous avons déjà basculé parce que l'effondrement économique et financier a déjà débuté. Et c'est ce qui explique pour moi cette corrélation avec ce qu'ils appellent les pandémies et épidémies. Car moi je regarde la dernière fois que ça s'est produit, cette épidémie, c'était en mars 2009, où on nous parlait de l'épidémie d'H1N1, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et comme par hasard, il y avait une crise bancaire très grave dans tout l'Occident, et effectivement, dans la foulée, on nous avait sorti l'épidémie du H1N1, qui s'est très vite éteinte, avec à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc, si vous voulez, il faut être très attentif aux grands événements qui se passent. Donc, pour moi, c'est la première étape d'un Great Reset. Qu'est-ce que c'est qu'un Great Reset? C'est la réinitialisation du régime capitaliste. Et en fait, effectivement, nous arrivons au bout de 50 ans à la fin de ce régime capitaliste. Nous sommes en train de basculer dans un nouveau système qui est totalement inconnu. Mais moi, je dirais que le prochain virus, ce n'est pas tellement le Covid-19 moi, qui m'inquiète, c'est plutôt le virus de la misère générale qui va toucher tout le monde. Avant de parler de la folie de ce capitalisme, rapidement, les conséquences économiques de ce pass sanitaire sur l'économie française. Je pense que c'est une manière de déguiser, de justifier la décroissance économique, pour ne pas dire le potentiel ralentissement, voire récession économique à moyen terme. C'est-à-dire qu'à très court terme, compte tenu de tout ce qui a été injecté en 2020 et début 2021 comme déficit budgétaire pour relancer la machine, etc., qui est légitime, hein, si vous voulez, compte tenu de la situation, eh bien, il va y avoir un rebond technique, effectivement. Alors, le Bercy, avec le ministre Bruno Le Maire, nous parle de 6% de croissance. Moi, je trouve que c'est extrêmement optimiste. Si on arrive au mieux à 4%, ce sera déjà très important. Sauf qu'il a fallu mettre 9% de déficit public sur la table pour arriver à créer artificiellement ce rebond technique. Voilà. Mais qu'est-ce qui va arriver après, à la suite de ce rebond technique? Moi, je suis assez inquiet pour l'avenir et des Français dans ce contexte économique 2022. Vous parlez de 4% de reprise, vous y croyez vraiment? Est-ce qu'on peut penser vraiment qu'il y a des effets qui nous empêchent cette reprise économique? Oui, déjà la baisse de consommation. Quand vous mettez en place le pass sanitaire, pass vaccinal, il va y avoir forcément moins de consommation, que ce soit dans les hôtels. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les hôtels parisiens. Il crie au signal d'alarme parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup moins de touristes qui viennent en France, et il y a moins de touristes, il y a moins d'occupation des hôtels, etc. Mais ça va jouer sur les restaurants, sur les villes balnéaires, etc. En fait, toute la France va souffrir de ce ralentissement économique dû à une croissance économique nationale qui est elle-même en ralentissement. Donc, si vous voulez, tôt ou tard, la croissance économique va être limitée. Et on nous expliquera politiquement ensuite que c'est dû à la mauvaise application du pass sanitaire, etc. etc. Mais il y a toujours des faux prétextes qui sont trouvés, ce que j'appelle moi le corona-alibi en l'occurrence, qui sont trouvés pour expliquer qu'il y a un effondrement économique et financier et probablement bancaire dans peu de temps. Ils s'y préparent et c'est un moyen aussi de contrôle et de surveillance de la population. Est-ce que vous avez une visibilité sur les faillites que les entreprises pourront rencontrer? Alors aujourd'hui, c'est encore difficile à dire parce que c'est à venir. Paradoxalement, compte tenu des injections importantes budgétaires qui ont été faites par l'État en 2020-2021, cette situation-là est reportée avec les PGE qui ont été accordés notamment par la BPI France, avec la politique qui a été mise en place de soutien. Et ça, c'était plutôt positif, il faut être honnête. En revanche, c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à voir dégringoler. Je vous parlais des hôtels. Il y a 70% des hôtels parisiens qui se demandent s'ils ne vont pas fermer d'ici la fin de l'année.
Voilà, c'est ça la réalité. Donc je pense que c'est encore prématuré pour annoncer des chiffres, mais on sera fixé début 2022. Lors de son allocution, le chef de l'État est également en deuxième partie revenu sur la réforme des retraites. Voilà, il le dit, elle ne serait pas lancée tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée. Du coup, est-ce que vous croyez à une réforme des retraites avant la prochaine présidentielle ? Sachant que Emmanuel Macron avait dit que ça durerait, cette histoire de Covid, enfin cette maladie, jusqu'en 2022. Ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sa patronne, Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, quand elle est venue à l'Élysée, elle a mis 2 conditions sur la table, je dirais, cachées. C'est je te paye ton premier virement de 5,1 milliards sur le plan de relance européen, qui est entre parenthèses financé par la France, hein, en grande partie. Et en contrepartie, je te demande la mise en place du pass vaccinaire et je te demande la mise en place de la réforme des retraites. Donc, si vous voulez, donc, il donne le change aujourd'hui à la Commission européenne, politiquement parlant, parce que derrière, il est en train de jouer sa réélection future, croyant qu'il sera réélu. C'est quoi les grands axes de cette réforme prévue par le chef de l'État ? Je pense qu'il a déjà renoncé à la retraite à points, parce qu'il s'est aperçu que techniquement, et puis d'un point de vue populaire, ça avait du mal à passer. Donc ce n'est pas une réforme structurelle. Je pense qu'ils vont jouer sur des paramètres, c'est-à-dire rallongement de la durée de cotisation, qui ne sont pas extraordinaires. Hein. Ce n'est pas ça qui va réformer en profondeur donc, le C'est une réformette. C'est une réformette, mais il aura, je dirais, en termes de communication, il aura joué le jeu vis-à-vis de la Commission européenne, vis-à-vis de c'est pas une réforme comme celle-là qui permettra à quelqu'un de mon âge de toucher sa retraite en toute tranquillité. Je pense que le meilleur moyen de financer votre retraite, c'est de travailler comme vous le faites, Monsieur Bergerot, et de cotiser pour un régime par répartition. Il faut se rappeler que le régime par répartition, qui à mon avis est inamovible, est né après l'effondrement du régime capitaliste entre les années 40-45. Ça a été élaboré dans les années 45-46 pour subvenir aux besoins des gens qui n'avaient plus de revenus à la fin de la guerre. Donc le régime par répartition, si vous voulez... Par le CNR. Entre autres, qui était assez communiste sur les... Non, pas uniquement, mais si vous voulez, c'était rationnel. Par des communistes. C'était rationnel. Les fonds de capitalisation avaient disparu compte tenu de l'effondrement du régime capitaliste lors de la guerre. Et donc, vous avez le gouvernement post-guerre en 1945. Il y avait le général de Gaulle, il y avait le CNR, effectivement, mais il y en avait bien d'autres. Et je vous rappelle que c'est paritaires qui ont élaboré un régime qui puisse subvenir aux besoins immédiats des retraités, voilà, qui n'avaient plus subsistance. Donc à partir de là, si vous voulez, il ne faut pas toucher au régime par répartition, parce que c'est le seul qui résiste par tous les temps aux risques systémiques que nous allons connaître bientôt et que la France a déjà connu par le passé, malheureusement. Et donc, voilà, les élucubrations de régime par capitalisation, etc., moi je veux bien, mais quand il y a un krach boursier, quand il y a un krach obligataire, etc., et que vous perdez 50-60% de la valeur de votre patrimoine, qu'est-ce que vous faites de votre retraite, hein ? C'est ça qui va se passer. Moi, c'est pour ça que je parle de grands événements majeurs systémiques qui vont chambouler notre système. Je vais vous poser une question sur les retraites liées au phénomène migratoire, mais avant, on fait une pause. Toujours en compagnie de notre invité Bernard Monod, cette question sur l'immigration et les retraites. Je voudrais citer M. Jean-Paul Delevoye, ancien haut-commissaire aux retraites. Je le cite, la démographie européenne et son vieillissement fait que si on veut garder le même nombre d'actifs dans la machine économique, il va falloir 50 millions de populations entre guillemets étrangères pour équilibrer la population active en 2050. En Europe, qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? C'est une absurdité totale, d'ailleurs, qui ne vient pas de lui, qui vient en réalité d'un rapport des années 2000 de l'ONU qui titrait exactement flux migratoires mondiaux
pour résorber le vieillissement de la population et donc compenser la population et la démographie déclinante. Voilà, c'est ça en fait. D'où le terme de remplacement. D'ailleurs, ils emploient le terme remplacement dans ce titre de ce rapport. Ça ne vient pas de lui. Ce rapport proposait à l'époque, recommandé au niveau mondial des grands flux migratoires mondiaux. Pour l'Europe, il recommandait environ 150 à 160 millions de migrants extra-européens qui rentrent en Europe pour venir repeupler la démographie. Nous sommes à peu près 500-520 millions de citoyens européens dans les 27 aujourd'hui, je ne compte pas le Royaume-Uni. Et donc à partir de là, si vous voulez, remplacer 150 millions dans les 25 ans qui viennent, c'est un tiers de la population européenne. Pourquoi ne jamais Et c'est un facteur économique. C'est un facteur économique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que toute la pseudo-élite mondiale qui nous gouverne, que moi j'appelle entre guillemets les davocrates, parce que ça vient du forum économique de Davos, sont omnibulés par l'immigration parce que c'est un facteur de soutien de la croissance économique. Et comme la croissance économique est en déclin, voire en décroissance, pour certains, notamment pour les Verts, eh bien, ils cherchent à faire rentrer des gens pour venir faire le travail de ceux qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas d'emploi en Europe. Sauf que nous avons en France près de 7 millions de chômeurs réels, c'est pas ce qui est annoncé au niveau du gouvernement, au niveau des statistiques du chômage. On avait réellement près de 7 millions de personnes. Et avant de faire rentrer des migrants extra-européens, eh bien, il faudrait déjà remettre les Français, offrir un emploi aux Français, peut-être notamment par un grand plan de réindustrialisation de la France, ce qui recréera une multitude d'emplois, et puis de rémunérer les gens correctement, ce qui permettra de rééquilibrer. Bien entendu, ça passe par la politique. Vous savez, dans le système de protection sociale, vous avez la sécurité sociale, vous avez l'assurance chômage, vous avez l'assurance retraite et vous avez la politique familiale. C'est un des volets, effectivement, de la protection sociale, mais qui est en train de voler en éclats. Mais il y a déjà même plus de ministère de la famille, je crois, dans le gouvernement. Oui, entre autres, oui. De toute façon, il y a un glissement je dirais, de quinquennat en quinquennat, où en fait la France se déconstruit. Et donc le système de protection sociale est extrêmement menacé par ces conditions-là, parce que toute la caste financière mondiale n'a de vue que sur le budget social de la France, c'est de l'ordre de 600 à 650 millions d'euros, en baisse bien entendu parce que les gens cotisent de moins en moins, parce qu'ils ont moins d'emplois et sont de moins en moins payés. Ce qui explique la chute du pouvoir d'achat des Français, qui est en baisse déjà depuis une trentaine d'années. Entre parenthèses, dû aussi à l'euro qui se déprécie, mais il n'y a pas que l'euro. Dans quelle proportion il se déprécie l'euro ? Écoutez, moi quand je regarde par rapport, moi mon baromètre c'est le prix de l'once d'or, le prix de l'or, voilà, écoutez, depuis 20 ans, l'euro s'est déprécié d'environ 80% par rapport au prix de l'or. Alors ce n'est pas l'or qui se valorise, c'est les monnaies, toutes les devises occidentales, le dollar. L'or ne prend pas ? Non, pour moi, il était tout à fait stable. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on en a fait un étalon monétaire dans le siècle précédent, qui, à mon avis, reviendra. Le standard or se réinstaurera après cette immense banqueroute que nous allons connaître. Et c'est obligatoire, parce que sinon, ce sera la fin de notre civilisation, s'il n'y a pas de baromètre et de standard or qui serait établi. Et donc, à partir de là, si vous voulez, on peut estimer entre moins 80% de dépréciation de l'euro par rapport au prix de l'or il y a 20 ans, c'est-à-dire en 2001-2002, et également le dollar, on peut estimer que c'est 85%, 90% de dépréciation de toutes les devises, mais on peut parler aussi de la livre sterling, du franc suisse, du yen, etc. Et ça, c'est dû à la création monétaire, ces dépréciations ? Absolument. Ouais. La création monétaire déprécie la quantité, la quantité de création monétaire déprécie la valeur intrinsèque des devises. Les gens se croient artificiellement riches, c'est pour ça que les gens voient leur maison se valoriser d'année en année depuis 25 ou 30 ans, mais ce n'est pas une valorisation du marché, c'est simplement qu'il faut plus de quantité et de valeur d'argent pour acheter le même bien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est l'histoire de la brouette dans les années 30 pour aller acheter la baguette de pain. En quelque sorte, avec le retour de l'inflation que nous sommes en train de connaître. Alors attendez, on va pas griller les étapes au-delà de ces devises. Mais tout est lié, vous savez. Qui s'effondrent exactement. Tout se tient, on en parlait d'ailleurs en préparant cet entretien. Au-delà de ces devises qui s'effondrent, Bernard Monod, vous me disiez, voilà, aujourd'hui les médias n'annoncent plus les mauvaises nouvelles. C'est quoi les mauvaises nouvelles auxquelles vous pensez ? Alors il y en a une qui me paraît
essentiel, c'est ce qui s'est passé par exemple le 2 juin dernier. Je suis venu d'ailleurs avec ce décret, c'est le Bercy, donc le gouvernement français, a émis un décret le 2 juin, sorti en urgence pour que ça prenne effet à partir du 3 juin, de rétablissement, enfin d'anticipation d'un rétablissement du contrôle des capitaux, contrôle des changes. Enfin, on ne peut pas parler de change parce qu'on est dans la zone euro, mais en tout cas du contrôle des capitaux. Donc c'est le contrôler les mouvements de capitaux au sortir de la France, ou à l'entrée de la France, mais en l'occurrence c'est plutôt la sortir, parce qu'ils cherchent à soutenir et à anticiper une éventuelle panique bancaire des citoyens français lorsqu'ils verront qu'avec un choc systémique que moi j'appelle la banqueroute et que les davocrates appellent le Great Reset, eh bien les gens vont être terrorisés, paniqués. Et tenter d'aller mettre leurs fonds aller en retirer Suisse. leurs fonds. Par exemple la ou Suisse, dans des mais pays aussi hors Union européenne. Hors Union européenne, effectivement, où l'arsenal, je dirais, légal, je ne sais pas si nous parlerons de l'union bancaire ou de la loi Sapin 2, mais bon, c'est tout l'arsenal légal qui a été mis en place. Et ce décret en fait partie. C'est un arsenal légal qui permet de contrôler les mouvements de capitaux et d'empêcher les gens de retirer leurs capitaux des banques, des compagnies d'assurance françaises. Pourquoi ? Parce qu'ils anticipent effectivement ce basculement du système et de l'effondrement du régime capitaliste. Ce contrôle des capitaux, il avait été levé parce que, entre guillemets, tout allait bien jusque-là, c'est ça ? Non, il avait été instauré, c'est l'une des 4 libertés de circulation qui avait été instaurée en 1986 avec l'acte unique européen, signé par Bérégovoy à l'époque, hein, donc comment dire, une présidence de gauche, hein, socialiste, et ils avaient instauré ça, donc les 4 libertés, vous savez, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises, des services et des personnes, pour pas dire l'immigration. Et donc, dans l'espace de l'Union européenne, qui était bien entendu plus réduite à l'époque, et puis qui s'est élargie et approfondie aussi. Et donc, si vous voulez, à partir de là, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir contrôler, savoir les mouvements de capitaux pour éviter que les grandes entreprises fassent des transferts de trésorerie, par exemple, pour ne citer qu'une entreprise, mettons Airbus, qui est à cheval entre la France et l'Allemagne, l'Espagne, etc. Elle peut très bien faire un transfert de trésorerie de France en Allemagne pour aller se réfugier dans les banques allemandes, pensant que c'est plus solide en Allemagne qu'en France. Voilà, par exemple. Donc là, il faut une déclaration, je dirais, une justification auprès des douanes françaises pour avoir un regard et un contrôle des mouvements de capitaux. C'est la fin de la zone monétaire optimale qu'ils nous ont vendue en 99-2000 pour l'instauration de l'euro. Donc ils sont en train de déconstruire leur propre système. C'est ça qui est aberrant, si vous voulez. Autre mauvaise nouvelle passée sous silence, c'est le retour de l'inflation. Pourquoi cette inflation revient ? Qu'est-ce que ça aura comme effet ? L'inflation revient parce que c'est la conséquence, comme je vous le disais tout à l'heure, de 50 ans de dette publique et privée mondiale. On a atteint des sommets vertigineux. 280 000 milliards de dettes publiques et privées dans le monde. L'humanité n'a jamais connu ça. On arrive au bout du bout. Hein, donc on est en train de passer dans un autre système où le capitalisme tel qu'on l'a connu est en train de disparaître. C'est pas moi qui le dis, moi je le pense depuis une quinzaine d'années. Mais c'est même pas moi qui le dis, mais je voudrais juste vous citer M. Artus, par exemple, hein, voilà, qui est pas... de Natixis. De Natixis, absolument. Le grand Manitou de... Et puis également, monsieur le président du Cercle des économistes qui a organisé les rencontres économiques à Aix-en-Provence, là c'était le 3-4 juillet dernier. C'est très intéressant. C'est grosso modo le mini Davos français, hein, pour résumer. Et donc, ils nous disent tout de go que le mondialisme spéculatif tue le capitalisme. Les propos de monsieur Artus, pour respecter ce qu'il a dit, c'est le capitalisme actuel est condamné, il ne crée plus d'emplois, il crée des mauvais emplois, il rémunère beaucoup trop le capital et il est basé uniquement sur des rentes. C'est monsieur Artus, qui est un éminent économiste, et qui nous l'apprend. Donc il va dans le sens de moi ce que je pense depuis une quinzaine d'années. Et vous avez le président du Cercle des économistes, monsieur Jean-Hervé Lorenzi, qui dit, mais vous savez, l'atterrissage de l'économie va être très dur. 6 mois après l'élection présidentielle de 2022, on va commencer à se dire qu'il faut revenir dans les clous, qu'il faut arrêter de dépenser à tire-larigot. Donc ça veut dire qu'il nous prépare une politique de rigueur
Si, bien entendu, un candidat du système est élu, tel que M. Macron, tel que M. Hollande, tel que M. Sarkozy, M. Chirac, etc., qui nous ont amenés quand même dans un bilan calamiteux économique. Je veux dire, tous ces gens-là se prévalent d'être des gens sérieux, mais depuis 47 ans, nous n'avons pas un budget à l'équilibre. On est tout le temps en déficit budgétaire, on est en déficit de la balance commerciale. Ça, c'est aussi la responsabilité des députés. Bien sûr, bien entendu, mais enfin, à l'origine, c'est quand même le gouvernement qui établit. Ils sont libres de dire oui ou non. Mais la responsabilité, elle vient en réalité de la Commission européenne depuis le traité de Maastricht. On a construit cette Europe, les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire qui rêvent d'un État fédéral supranational, qui émettent de la dette. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec le plan de relance économique européen, qui est financé en bonne partie par la France. Il faut savoir qu'on donne 100 et on reçoit 40. Donc, au passage, on nous prend 60 €. Bon. Donc, si vous voulez, on marche sur la tête et ce système est un système, un château de cartes. On arrive au bout du bout. L'ensemble des banques de la zone euro sont en situation d'insolvabilité. C'est-à-dire la solvabilité, c'est la solidité financière des banques. C'est-à-dire elles sont sous-capitalisées par rapport aux risques systémiques qui sont représentés. Et c'est bien pour ça qu'ils émettent de la monnaie, que la BCE, le bilan de la BCE en l'espace de 10 ans a doublé. On est à peu près à 7600 milliards d'euros de bilan de la BCE. Quand j'ai écrit ce livre, on était à 4700, c'est-à-dire qu'il y a eu un bond de 65% de créances qui ont été achetées sur des dettes des États, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Donc la BCE achète tout, c'est ça la création monétaire, la planche à billets, et c'est ce qui fait que ça détruit la valeur intrinsèque de l'euro. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc tout est lié. Les banques vont-elles venir piocher dans vos dépôts si jamais elles faisaient faillite? On en parle, Bernard Monod, dans un instant avec l'Union bancaire européenne. On évoque à présent avec notre invité l'Union bancaire européenne. Je rappelle ce que c'est. Elle a été adoptée en 2014, applicable aux Français depuis janvier 2016. Un système de supervision par la BCE des plus gros établissements bancaires de l'Union européenne. Est-ce que c'est efficace ? Pour l'instant, ça ne s'est pas appliqué. Donc on ne peut pas dire si c'est efficace ou pas. Mais il faut savoir d'où ça vient. Chypre, c'était avant. Chypre, c'était en 2013. Oui. Exactement. Chypre, c'est un des 19 pays de la zone euro. Mais quelle serait son efficacité alors, face à un problème? Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Chypre en 2013 ? L'État était en banqueroute. Comme le Liban aujourd'hui, entre parenthèses, et il y avait de l'argent sur les comptes bancaires des particuliers et des entreprises dans les banques du système. Et le système était en faillite, le système bancaire était en faillite, chypriote. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau délirant de ceux qui nous gouvernent à l'Union européenne, la Commission européenne, la BCE, le FMI, etc., ce qu'on appelle la Troïka, leur est venu lui dit on va chercher l'argent là où il est. Et l'argent là où il est, c'est effectivement sur les comptes bancaires des particuliers et des entreprises. Mais on ne va quand même pas tout leur prendre, on va limiter ça à 70 000 ou voire 100 000 euros. Donc tout ce qui est excédent, on le prend pour recapitaliser les banques parce qu'il est interdit de nationaliser ou de venir en soutien via l'État, puisque l'État est en banqueroute. Donc ils ont inventé ce système-là, ce qu'on appelle en anglais, en jargon anglo-saxon, le buy-in, au lieu du buy-out précédent, comme c'était en 2008-2009. Et à partir de là, si vous voulez, comme il n'y a pas eu de soulèvement populaire, etc., ça s'est plutôt pas mal passé. Ils n'ont pas eu besoin d'envoyer l'armée pour réguler tout ça. Donc à partir de là, ils se sont dit, on va étendre tout ça à l'Union européenne, donc des 27. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi le Royaume-Uni a compris et a pris la tangente. Bon. Et donc à partir de là, si vous voulez, depuis 2014, ça a été voté, donc oui, en début 2014. Depuis novembre 2014, vous avez en France 11 banques, je ne donnerai pas les noms, qui sont passées sous contrôle, sous supervision de la Banque centrale européenne. Pourquoi vous ne diriez pas les noms ? Parce que je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise, ni les dirigeants de ces banques, ni les clients. C'est ça ? Non, mais enfin, il suffit de voir les grandes banques françaises. Excusez-moi, voilà. Je vous ai coupé. Et à partir de là, si vous voulez, si une de ces grandes banques fait faillite, il faut être conscient que ce n'est pas le gouvernement français, c'est-à-dire Bercy, l'Élysée et le gouvernement français qui prendront les décisions de renflouement de ces banques-là, comme ça a été le cas en 2008, mais ce sera la Banque centrale européenne avec des fonctionnaires basés à Francfort, étrangers,
étrangers, qui seront peut-être des Lituaniens, des Hollandais ou je ne sais qui, et qui, à partir de là, décideront de l'avenir de votre compte bancaire dans cette banque. Et s'il faut... alors, ils vous vendent le principe... entre guillemets marketing, mais vous inquiétez pas, c'est au-delà de 100 000 euros. Sauf que pour garantir ces 100 000 euros, il faut des fonds de garantie des dépôts qui s'élèvent en France à 4,7 milliards pour couvrir 1200 milliards environ. Bon, inutile de vous dire, je crois que sur ce plateau-là, Jean-Pierre Chevalier a déjà évoqué ce sujet-là. Je crois que ça couvre à peu près 100 euros par tête de citoyen qui a un compte en banque en France. Bon, donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'argent pour couvrir ce risque en cas de risque systémique et de faillite bancaire, qui pointe à l'horizon. Donc tout le système bancaire, encore une fois, est insolvable. Ils ne sont pas assez capitalisés. Ils le savent, et c'est bien parce qu'ils le savent qu'ils ont mis en place cet arsenal légal qu'ils ont appelé donc l'Union bancaire européenne et qui, depuis le 1er janvier 2016, est en application sans que les Français le sachent vraiment. C'est-à-dire que le jour où leur banque fait faillite, on ira puiser dans leur compte bancaire. Et de même pour l'assurance vie, parce qu'en France, on fait du zèle, en plus des méfaits de la Commission européenne et de l'Union européenne. Les Français font du zèle avec l'ancien ministre de l'économie, M. Sapin, qui a fait sa loi, la loi Sapin 2. Et article 25 de la loi Sapin 2, c'était l'équivalent de la directive de l'Union bancaire européenne pour le compte de l'assurance vie en France. C'est-à-dire tous les Français qui ont des contrats d'assurance vie en France, s'ils cherchent à faire des retraits en cas de banqueroute, d'effondrement avéré, eh bien à ce moment-là, on leur bloquera, on leur gèlera les retraits dans un premier temps. Tout ça est à la main du gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau. Il n'aura plus qu'à appuyer sur un bouton et actionner l'arsenal légal qui permet de faire de la répression financière. Et c'est ça le vrai problème derrière, je dirais, derrière le pass sanitaire, les épidémies, etc., avec cette psychose générale. Je dirais que la partie émergée de l'iceberg, c'est effectivement cet effondrement du système bancaire, monétaire, financier, qui va nous amener effectivement à mettre en place des mesures coercitives, répressives, financières, qui vont contrôler l'argent des Français. Moi, j'ose dire que l'argent des Français ne leur appartient déjà plus. Voilà. On a vu, Bernard Monod, la dette publique filer avec le Covid-19. Vous parlez de monétisation de la dette pour la résorber. Ça veut dire quoi, la monétisation ? Alors, monétisation, c'est ce qui a été pratiqué déjà depuis le 9 mars 2015 par Mario Draghi. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'ancien président de la BCE avant Madame Christine Lagarde, qui, compte tenu de la situation gravissime dans la zone euro, avec le risque d'éclatement de l'euro et de la zone euro, avec des disparités de taux d'inflation, des taux d'emprunt obligataire entre l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, etc., il a commencé à racheter l'ensemble des dettes des États, ce qu'on appelle les obligations souveraines, et ce qui a atténué, si vous voulez, le risque et qui a éteint momentanément, je dirais, l'incendie. Le problème, c'est que c'est en train de revenir. Alors, ils ont fait baisser l'inflation et donc les taux nominaux aussi. C'est pour ça on s'est retrouvé pendant 3-4 ans avec des taux d'intérêt négatifs sur les emprunts obligataires des États. Je fais remarquer que des taux d'intérêt négatifs, c'est la négation même du régime capitaliste. Et donc, à partir de là, si vous voulez, là, les taux sont en train de remonter. Et bien entendu, les taux remontants, vous avez toute la diaspora, la caste au pouvoir, que ce soit l'AMF, que ce soit la Banque de France, que ce soit la Cour des comptes avec M. Moscovici, qui commence à tirer le signal d'alarme auprès de l'Élysée en disant attention, en cas de remontée des taux, nous risquons un krach obligataire. C'est ce que j'annonce moi avec la banqueroute, on y va tout droit, forcément. Et la préfiguration de cette remontée des taux, ce qu'on appelle taux nominaux, c'est la remontée progressive de l'inflation qui est en train de revenir, qui n'est plus sous le contrôle des banques centrales et qui ont même, je vais plus loin, qui ont même besoin d'inflation pour commencer à éteindre la dette. Mais cette monétisation pour résorber la dette, vous la demanderiez à la Banque centrale européenne ? Entre autres, mais c'est ce qu'elle fait déjà depuis, comme je vous le disais, depuis mars 2015. Donc moi, je suis tout à fait pour, que ce soit la BCE ou la Banque de France, puisque j'avais mis au point une modélisation en 2011 qui s'appelle le plan de désendettement de la France, qui passait justement par du rachat de dettes, mais françaises, à condition qu'elles viennent en financement des infrastructures françaises et du soutien de l'économie nationale. Mais ça, la BCE pourrait le faire à l'infini, ces rachats de titres ? Non.
Non, parce que sinon, ils vont détruire le régime capitaliste, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et ils ont déjà commencé à le faire, puisque les monnaies sont en train de se déprécier, notamment par rapport à l'or, vous voyez que, encore une fois, tout est lié, et qu'à partir de là, si vous voulez, l'inflation va ramener la remontée des taux, c'est les réactions en chaîne, l'effet de causalité, c'est-à-dire la remontée progressive alors on nous fait la méthode Coué en disant que ça va être provisoire, que c'est partiel, etc. Non, il va y avoir une remontée des prix. D'ailleurs, les Français le constatent depuis le 1er juillet dans toute leur consommation, que ce soit au restaurant, que ce soit au supermarché, etc. Et l'INSEE, ça ne va pas le reconnaître, peut-être. Écoutez, les chiffres de la zone euro, c'est qu'on est déjà, fin juin, à plus 1,9% de niveau d'inflation à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC. Je ne parle même pas de l'inflation monétaire, c'est d'Eurostat, ça revient même. Et donc ça c'est dans la zone euro. En Allemagne, ils sont déjà à plus de 4,5 ou 4,8 fin juin. Et aux États-Unis, ils sont à 4,8, plus 4,8. Donc on est bien loin des objectifs cibles de 2%, que ce soit de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne. Il y a un retour d'inflation qui va amener une remontée des taux et qui va nous amener à un krach obligataire qui amènera à la banqueroute dont je vous parle. C'est pour ça qu'ils se préparent tous pour le fameux Great Reset, en passant par, vous entendez M. Villeroy de Galhau, vous parlez du pass sanitaire, c'est les conditions de la croissance économique future, etc. Je veux dire, si on en est rendu à ce qu'un vaccin vienne en soutien de l'économie, c'est quand même gravissime. C'est l'arbre qui cache la forêt. Bernard Monod, le patriotisme ou la banqueroute. Le patriotisme, pour vous, c'est le retour des droits de douane ? Non, pas du tout. Enfin, pas forcément. Ou alors ciblé pour les intervenants extra-européens. C'est-à-dire, moi, je respecte le marché unique. C'est-à-dire, tous nos partenaires de marché unique ont un traitement privilégié. Mais en revanche, tous les acteurs, notamment la Chine, qui veulent importer, effectivement, il peut y avoir des taxes carbone. On peut l'appeler ça comme on veut. Mais en tout cas, à un moment donné, il faudra réguler et rééquilibrer les déficits et les excédents des uns faisant les déficits des autres. Nous, ça fait quand même 20 ans, depuis l'instauration de l'euro, monnaie unique, que nous sommes en déficit commercial en France. Et que l'Allemagne fait, elle, des excédents sur le dos de tous les autres pays de la zone euro. Or, les droits de douane, c'est quoi d'autre, le patriotisme économique ? Non, mais c'est déjà un esprit. Oui. Voilà, c'est déjà un esprit. Moi, la première des mesures qu'un président patriote français devrait prendre, c'est rapatrier le pouvoir de contrôle financier qui est à l'heure actuelle à Francfort, à la Banque Centrale Européenne, et le rapatrier en France pour soutenir notre première industrie nationale, c'est le système bancaire français. Voilà, c'est la première industrie, c'est parce que c'est ce qui permet ensuite de financer tout le reste de l'économie réelle et puis de relancer, avec éventuellement peut-être une banque publique en soutien aussi, ça a été le rôle de la BPI France, etc. Bon. Et puis à partir de là, nous pourrons monétiser la dette, mais dans un intérêt purement de l'économie réelle et nationale, à savoir financer des infrastructures, peut-être rénover le parc de centrales nucléaires pour la transition énergétique, pour avoir du courant, parce que là, aujourd'hui, elles arrivent en fin de vie. En fin de vie. Certaines, et donc, il va falloir les restaurer, les rénover, les remplacer avec des nouvelles technologies. Mais ça coûte des centaines de milliards d'euros. Et ça, on doit pouvoir le faire. La France n'a pas besoin de l'Union européenne ni de la Banque centrale européenne. Elle l'a fait pendant les 30 Glorieuses, elle a financé toute son économie nationale. On était une des grandes puissances économiques et on va le redevenir avec le patriotisme économique. Justement, Bernard Monod, vous nous dites que la France n'a pas attendu l'Union européenne pour être leader dans un certain nombre de secteurs et en même temps, vous êtes un farouche opposant au Frexit. Expliquez-nous pourquoi. Non, pour des raisons politiques. Pourquoi ? Parce que moi, je suis ni pour sortir, ni pour subir l'Union européenne. C'est-à-dire ni Frexit, ni fédéralisme. Mais moi, c'est ce que j'ai intitulé le Bruxit. C'est-à-dire le Bruxit, c'est quoi ? C'est sortir l'Union européenne de l'Europe. L'Europe existait avant l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un schéma institutionnel qui a été instauré depuis 1992, 93, 94, jusqu'à aujourd'hui. Comment ça s'organise concrètement alors ? Comment ça s'organise ? C'est-à-dire que le Bruxit, c'est d'abord reprendre le fait que les grandes puissances européennes, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., peuvent reprendre les règles de fonctionnement de l'Union européenne et les formater pour justement, par exemple, récupérer le pouvoir bancaire et financier qui est à Francfort et le rapatrier en France. Donc les chefs d'État et de gouvernement européens tournent le dos à la fonction européenne, à l'administration européenne. Absolument. Et dans le cadre d'une... Vous êtes viré, quoi.
Et dans le cadre... Non, pas du tout. Dans un premier temps, on va modifier de l'intérieur les règles de fonctionnement de l'Union européenne, passer de la règle de l'unanimité, des votes à l'unanimité, au vote à la majorité qualifiée. Et donc là, ça va tout dénouer. Mais ça, juridiquement, et nous n'avons pas besoin de faire de Frexit, ce qui est une hérésie politique et surtout, une folie économique et sociale. Ça veut dire, le jour où vous avez un président qui n'est même pas arrivé, c'est ce qui s'est passé avec Tsipras en Grèce, vous avez toute la diaspora financière mondiale qui va faire haro sur le baudet en France et qui va couper les soutiens de la Banque Centrale Européenne, qui va attaquer la dette française, etc. Vous allez avoir les taux les taux des emprunts obligataires qui vont s'envoler. Est-ce que ça se passe si mal en Angleterre, Bernard Monod, après leur Brexit? En Angleterre, ils avaient déjà une forme d'indépendance. Ils étaient hors de Schengen. Ils avaient leur banque d'Angleterre. Ils contrôlaient leur système bancaire. Pas d'euro. Ils avaient la livre sterling, donc leur politique monétaire, leur politique budgétaire. Et donc, ils avaient déjà une certaine autonomie, voire indépendance par rapport à l'Union européenne. Un Frexit, pour vous, déboucherait sur un chaos social généralisé en bien France. sûr, avant même que le président qui soutient un Frexit n'arrive. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais avec Tsipras, c'est ce qui s'est passé 3 mois avant son arrivée. Ils ont asséché toutes les finances et les budgets, quand je dis ils, c'est la Troïka, c'est-à-dire la BCE, l'Union européenne et le FMI. Ils ont créé les conditions d'un chaos financier et économique avant même que Tsipras soit arrivé. Moi, j'avais suivi ça de très très près à l'époque. Et donc, si vous voulez, il avait les pieds et les poings liés. Ce qui fait que quand il a fait son référendum qu'il a gagné, 12 jours après, il se vendait à l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, il a disparu. Mais donc, Tsipras a été un agent de la Troïka et qui a fait accepter, si vous voulez, toute la politique d'austérité qu'ont vécu les Grecs depuis 7 ou 8 ans. Et vous pensez par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de quitter l'euro pour retrouver notre souveraineté monétaire? Non, paradoxalement, ce n'est plus le cas depuis que M. Draghi, en mars 2015, a mis en place le plan de création monétaire pour racheter les dettes. Donc moi, ce que je propose, c'est de passer par là. Une voie, enfin c'est tactique de passer par cette voie-là pour éviter le chaos économique, financier et bancaire et après progressivement aller négocier, demander un sommet européen à Madame, au président du Conseil, de Monsieur, comment s'appelle-t-il, Michel, Charles Michel, et puis que les grands pays qui financent entre parenthèses la contribution au budget de l'Union européenne, nous on verse quand même cette année 26 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, c'est énorme. Et bien à ce moment-là, nous irons renégocier lors de ce sommet européen avec nos partenaires et nous allons récupérer nos pouvoirs et les effets de levier pour pouvoir rapatrier en France le pouvoir et ensuite redresser la France, pouvoir financer un grand plan de réindustrialisation, de refinancement de la transition énergétique s'il le faut, et puis nos hôpitaux publics, on en a nettement besoin. On n'arrête pas de pleurer parce qu'on n'a plus de lits, on pourra peut-être financer des lits d'hôpitaux qui ont été supprimés de moitié, grosso modo, depuis 40 ans. On a réduit de moitié les lits d'hôpitaux à la demande justement d'abord de la Commission européenne et puis de l'Union européenne. Une dernière question, Bernard Monod, puisque le temps file. Qu'est-ce que vous voyez pour la prochaine présidentielle en 2022, Macron réélu? Alors, c'est un petit peu sensible, à savoir que moi, le baromètre, ça va être banqueroute ou pas banqueroute avant avril prochain. Ouais. S'il n'y a pas banqueroute, je pense que le système au pouvoir aujourd'hui et les davocrates, ce que j'appelle moi les davocrates, vont pousser un candidat, et moi je verrai très bien Édouard Philippe, qui sortira par effet de surprise peut-être au mois d'octobre, novembre. Mais s'il y a banqueroute, je pense qu'ils sortiront leur joker qui est Madame Christine Lagarde, présidente de la BCE, ancienne directrice générale du FMI, ancienne ministre de l'économie, elle a une notoriété, etc. Économiquement, elle n'est pas du tout compétente, mais on s'en fout, ils font de la politique. Donc ce sera l'incarnation pour venir comme un cheval blanc et éventuellement enrayer cette banqueroute. Monsieur Attali prévoyait une présidente à partir de 2022. Oui. Peut-être que c'est ça, mais je pense que, mais ça n'engage que moi, ce que je dis, mon analyse politique actuelle, c'est qu'il n'y aura probablement ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen
en 2022. Je pense qu'il va se passer une autre configuration politique et qu'il peut y avoir des surprises très positives par rapport à tout ça. Mais en tout cas, par rapport à ce que j'appelle le plan mono, le candidat à la présidentielle, patriote, on va dire, qui adoptera le plan mono, a toutes les chances d'être élu en 2022. Le plan mono, le voici, l'Eurovision pour les peuples, de l'Europe fédérale, l'Europe des patries, le patriotisme ou la banqueroute, un ouvrage que vous pouvez retrouver sur notre boutique officielle. Merci Un Bernard livre Monod. d'espoir. Merci monsieur.